Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Début de dénouement dans la crise scolaire. 4 organisations syndicales décident de lever leur mot d'ordre de grève. Pas question d'une année blanche pour le gouvernement qui poursuit les négociations. Le ministre de l'Éducation nationale a fait face à la presse pour revenir sur les mesures prises. Lutte contre la cybercriminalité et le trafic de migrants. La police dote de 2 nouvelles unités spéciales. Elles sont le fruit de la coopération franco-sénégalaise. En plus de leur handicap physique, les personnes à mobilité réduite heurtent au manque d'infrastructures adéquates. Un plaidoyer a été fait dans ce sens à l'occasion de la Journée internationale du fauteuil roulant instituée par les Nations Unies en 1992. Dernier coup de pinceau, sélection de pièces à exposer. Les artistes sénégalais s'attellent ainsi au dernier réglage à moins de 2 semaines du démarrage de la Biennale de Dakar. Le grand format culture fait une immersion dans les ateliers des participants à ce grand rendez-vous de l'art africain contemporain. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, sachez que le chef de l'État est rentré à Dakar aujourd'hui en fin d'après-midi en provenance de Paris. À cet effet, le président Macky Sall a eu des entretiens avec son homologue français, le président Emmanuel Macron. Des échanges qui ont porté notamment sur la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, avec des sujets tels que le train express régional et l'avancée de la mer à Saint-Louis dans la langue de Barbarie, notamment. À son retour à Dakar, le président Macky Sall a été accueilli par le Premier ministre, le président du HCCT, chez des membres du gouvernement et d'autres autorités civiles et militaires. Suite de la tournée de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide dans le Bawol. Après le CRD avec les acteurs, la DER a fait une escale à Touba. Elle a été reçue par le Khalife général des Mourides pour échanger sur les missions de cette structure et accompagne l'entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes. Ibrahim Ndonga. Touba, la ville de Bamba, la commune la plus peuplée de la région de Diourbel. Un statut qui lui offre beaucoup d'avantages. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide l'a bien compris et c'est tout le sens de cette rencontre d'information et d'échange, une réunion axée essentiellement sur les opportunités de la DER au profit des femmes et des jeunes. Touba est le poumon économique aussi du département ou de la région d'Irège, avec toutes les entreprises qui sont là, aussi bien formelles qu'informelles, le secteur des marchands ambulants, des artisans, etc. et de la diaspora qui envoie des ressources financières importantes pour l'économie de Touba. Et nous sommes là pour accompagner cette dynamique. Plusieurs questions ont été soulevées par l'assistance, des questions relatives surtout au mode de financement. Ce qui nous a surtout frappé, c'est vraiment la distinction nette qui est faite. L'équité qu'il y a dans le projet, dans le programme, qui fait que tout le monde peut en bénéficier et dans des conditions extrêmement rapides et sans difficulté. Auparavant, dans la matinée, la préfecture de Mbacké avait fini de recevoir la délégation. Il y avait déjà beaucoup de projets, notamment le Fonds national de crédit pour les femmes qui existe déjà dans le département de Mbacké, où un premier jet de 140 millions était déjà mis en place. Si on a encore la DER qui est là pour accompagner rapidement l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc, c'est des efforts qu'on salue. Dans la salle, plusieurs acteurs ont honoré de leur présence la jeunesse bien représentée. Quelque chose que nous accueillons à bras ouverts et nous sommes très impatients là, vraiment pour entrer dans ces financements, pour qu'on puisse au moins nos projets déjà élaborés depuis puissent être financés. Nous allons vers la démultiplication de cette information. Après avoir exécuté les différentes activités de son programme, Papa Amadou Sarr et sa délégation ont effectué des visites de courtoisie auprès de certaines familles religieuses de Touba. Et c'est dans le domicile du Khalife général des Mourides qu'il a bouclé sa journée. Et nous reparlons de la coopération franco-sénégalaise. C'est également dans le cadre de l'enseignement supérieur. Après la signature du protocole de création du campus franco-sénégalais en février, le comité de pilotage s'est réuni pour échanger sur le cadre juridique et institutionnel de l'établissement. C'est un compte-rendu de Salou Sek. C'est une rencontre très importante dans la mise en œuvre du projet de campus franco-sénégalais, un établissement qui devra renforcer les réformes entreprises par le gouvernement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Il devra s'intégrer harmonieusement dans le dispositif national de formation, de recherche et d'innovation,
lui apporter une plus-value à travers des formations innovantes répondant aux besoins des entreprises, de l'économie, des administrations publiques, des collectivités locales. C'est aux entreprises de nous dire où sont les besoins en termes d'emploi. C'est aux entreprises aussi éventuellement d'apporter un travail du type formation en alternance. Cette première réunion du comité de pilotage est marquée par la présence massive des universitaires et des chefs d'entreprise, des acteurs qui vont participer au renforcement de la coopération entre les deux pays. Il devra être le lieu par excellence de partenariat entre les établissements sénégalais et français et constituer un levier dans l'élargissement et l'approfondissement de la coopération entre le Sénégal et la France à travers la jeunesse qui est l'atout majeur pour le futur de l'Afrique. Il s'agit lors de ce comité de pilotage que nous soyons ensemble, acteurs français, acteurs sénégalais, pour construire un campus avec ce que nous sommes, avec nos acquis et avec notre ambition. Il s'agit véritablement que nous nous engagions dans un projet commun. Cette réunion a été aussi une occasion pour revenir sur les avancées significatives notées dans la mise en œuvre du projet. Les membres du comité de pilotage ont échangé sur les actions à déployer pour la rentrée prochaine. La réunion a été aussi mise à profit pour signer une convention cadre de partenariat entre la direction de la recherche et Univers Sciences en matière de culture scientifique et technique pour la période 2018-2022. En plus de l'enseignement supérieur, la sécurité figure en bonne place dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal. La police nationale renforce ainsi son dispositif de cybersécurité et de lutte contre le trafic de migrants. 2 unités spéciales sont inaugurées dans ce sens. Nous retrouvons Ibrahim Mandong pour nous en parler. C'est le symbole d'une coopération qui se consolide de jour en jour. Dans la lutte contre le terrorisme, la collaboration entre le Sénégal et la France ne souffre d'aucune contestation. L'inauguration de ces 2 nouvelles divisions en constitue une parfaite illustration. L'une dédiée à la lutte contre la cybercriminalité et l'autre à la lutte contre les trafics de migrants. Le Sénégal est aujourd'hui, je dirais, en avance puisque nous allons pouvoir bientôt créer une école nationale sur la cybersécurité. Ça a été annoncé par le ministre Jean-Yves Le Drian, qui va permettre de former à des techniques nouvelles pour lutter contre la cybercriminalité, pour prévenir aussi les dommages considérables que provoquent les cyberpirates. Pour faire face à ces formes de menaces, le partage d'informations et la collaboration entre États restent déterminants. Seule la coopération et la synergie constituent la voie royale pour faire face aux défis sécuritaires contemporains. Le Sénégal, à travers sa police nationale, s'est employé à renforcer sa coopération multilatérale. Des véhicules et d'autres types d'équipements ont aussi été remis à la police nationale. Les autorités françaises envisagent également de poursuivre leur collaboration dans le domaine de la formation. Et puis les associations de consommateurs à l'école de l'éducation financière. L'initiative est de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Gilles veut s'appuyer sur les relais que sont les consuméristes pour promouvoir l'inclusion financière à travers des informations à connaître et à échanger. Aramdao. Dans les relations entre opérateurs financiers et usagers, l'OQSF veut réussir 2 choses. Instaurer la confiance et éviter la désinformation. Cela va conduire à quoi? À une augmentation du portefeuille des opérateurs financiers, banque, assurance, microfinance. Elles seront plus enclines à distribuer du crédit à un coût moindre et à des conditions douces. Et nous avons pensé que les relais que constituent les associations de consommateurs peuvent aider l'État du Sénégal dans cette promotion de l'inclusion financière. Une inclusion financière au bénéfice à la fois de l'État, des usagers et des opérateurs. Il y aura beaucoup de ressources qui jadis n'étaient pas fiscalisées, qui vont être fiscalisées. Les primes d'assurance vont baisser. Cela permet à l'État de formaliser ce secteur, de décourager les transactions fiduciaires hors secteur bancaire.
Le QSF joue ici son rôle de médiateur financier. Le partenariat souhaité avec les associations de consommateurs est ainsi plus que jamais établi. Quels que soient les moyens matériels, humains et financiers qui sont donnés à l'Observatoire, vous savez, pour des millions d'usagers des banques, des assurances, il faut se démultiplier. Et donc c'est le rôle des associations de consommateurs, donc il faut qu'ils soient outillés. L'Observatoire de la qualité des services financiers déroule depuis longtemps ses actions de promotion de l'inclusion financière. Tous les acteurs concernés y passent, consuméristes, PME, banques, assurances, entre autres. Cette autre session de formation, cette fois-ci à l'intention des relais communautaires qui sont outillés sur les mécanismes de recours en cas de contentieux entre les entreprises extractives et les populations. Une initiative du Comité sénégalais des droits de l'homme qui vise à renforcer les participants en matière de promotion des droits de l'homme. Maman Moussagna. Les participants à cet atelier viennent des régions de Matam, Tambacounda, Ziguinchor, Dakar. Formés sur les techniques de sensibilisation et communication, ils pourront réagir contre les entreprises extractives pour non-respect des droits humains. L'approche permet à ce que les situations de pauvreté soient combattues de manière beaucoup plus efficace. Souvent, dans les zones dotées de ressources minérales, les populations sont impactées par les activités extractives. Ces relais formés pourront faire recours à des mécanismes juridiques. Les communautés vivent les externalités négatives en termes de sous-emploi, en termes d'impact environnemental, en termes aussi de dégradation de l'environnement. Donc beaucoup d'impact. Mais malheureusement, les retombées ne sont pas encore très positives. Elles sont très infimes. Au cours de l'atelier, des thèmes comme la consultation communautaire, le suivi des obligations contractuelles seront au menu des débats. Ces relais communautaires, ils ne peuvent pas faire le travail sur le terrain avec efficacité, sans pour autant au moins connaître ces instruments juridiques. L'atelier de Sali va durer 2 jours. Il est organisé après celui consacré aux membres de l'Observatoire national pour le respect des droits humains dans les industries extractives. Elles sont au cœur du dispositif organisationnel de l'entreprise. Les assistantes et secrétaires du Sénégal sont toutefois soucieuses de l'avenir de leur métier. Pour la 9e édition de la journée qui leur est dédiée, des sujets portant sur leur plan de carrière et leur formation ont été débattus. Oumou Kalsoum Sall pour plus de détails. La gestion de leur carrière, une de leurs principales préoccupations. Les assistants et secrétaires du Sénégal souhaitent une revalorisation de leur statut. Le problème de déroulement de carrière est vécu par toutes les assistantes et au niveau de toutes les structures. Une fois que tu n'accèdes pas à un certain niveau, à un certain poste dans l'attelage administratif, tu es toujours considéré au bas de l'échelle, quel que soit le diplôme et quel que soit votre niveau d'études. Pour cette journée dédiée à leur métier, les assistants et secrétaires engagent la réflexion sur le renforcement de leurs qualifications. Le parrain de cette 9e édition, le ministre de l'Économie et des Finances, salue leur apport remarquable pour la bonne marche de l'entreprise. C'est une noble profession. Alors, on ne peut pas dire combien cette profession est noble, parce qu'une secrétaire qui n'est pas fiable, une assistante qui n'est pas fiable, ça ne marche pas. Comme pour ne pas paraphraser l'autre, je dirais en tout cas, derrière le grand manager, il y a toujours une bonne assistante. C'est elle qui organise tout. La Fédération africaine des assistants et secrétaires du Sénégal, dont nous sommes membres, est en train de réfléchir sur un projet de mise en place d'une université des sciences secrétariales. Donc nous avons décidé de commencer à débattre sur cette science secrétariale-là. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la Semaine internationale de la secrétaire. Et l'on reparle de la célébration de la journée internationale du fauteuil roulant. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré cette journée instaurée par les Nations Unies en 1992. À l'occasion, un plaidoyer a été fait pour plus d'accessibilité des personnes handicapées à certains endroits. Maman Moussagna. Ils sont plus de 800 000 handicapés moteurs en 2013 au Sénégal. Aujourd'hui, malgré la disponibilité de partenaires prêts à investir dans la création de fauteuils roulants, le besoin est toujours pressant.
Pour les autorités étatiques, une augmentation du nombre de fauteuils roulants au Sénégal est devenue une priorité. Il y a des difficultés. La demande nationale en appareillage n'est pas couverte. Nous voulons faire un plaidoyer d'abord pour renforcer la fabrication des fauteuils roulants, développer les industries de fabrication d'aide technique au sens large. Il y a une ligne d'action prioritaire qui consiste à mettre en place un fonds d'appareillage pour les personnes handicapées qui tourne autour de 1 milliard. Dans les lieux publics, les handicapés moteurs souffrent souvent de manque d'espace aménagé pour leur permettre de s'épanouir, de se déplacer sans contrainte. C'est là où quand même on pêche encore au Sénégal. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'accessibilité pour que, en tout cas, les personnes handicapées puissent assurer leur pleine participation dans tous les secteurs de vie. Et je pense qu'on a aujourd'hui des décideurs qui sont assez ouverts et sensibles par rapport à la question du handicap. Donc je pense qu'en poussant, en les accompagnant, on y arrivera étape par étape. La journée internationale du fauteuil roulant n'est pas encore reconnue par les Nations Unies. Elle est célébrée pour la 5e fois au Sénégal. Et puis l'ambassadeur de la Chine en visite dans les nouveaux locaux de Radio Chine Internationale au Sénégal. RCI a démarré ses programmes depuis 2015. Le personnel est majoritairement sénégalais et produit quotidiennement des émissions de santé, de sport, de politique, d'économie et autres. À Radio Chine Internationale, une vingtaine de journalistes sénégalais est engagée pour porter la voix d'une Chine qui se veut plus ouverte au reste du monde. Nous voudrions bien que les autres pays, les amis africains, connaissent mieux la Chine actuelle, la politique de la Chine, ce qu'on fait la Chine et ce que la Chine voudrait faire avec les Africains. En visitant donc les nouveaux locaux de Radio Chine Internationale Sénégal, l'ambassadeur de la République populaire de Chine est venu encourager le personnel. Celui-ci produit 19 émissions dans les domaines de la santé, de la culture, de la politique, de l'économie et des TIC. La radio a des programmes en français. Nous diffusons des programmes qui nous viennent du siège du quartier général à Beijing jusqu'à 14h. Et de 14h à 9h du matin, nous avons des programmes avec des journalistes que nous avons embauchés ici au Sénégal, des programmes sénégalais qui concernent directement la population sénégalaise. Nous avons une émission qui s'appelle 86 Hebdo. Pourquoi 86? Parce que 86 est le code national de la Chine. Donc dans cette magazine, on parle de la coopération sino-sénégalaise ou bien sino-africaine. Et même il y a beaucoup de, par exemple, les infrastructures et les hôpitaux et même dans beaucoup de domaines en fait. Radio Chine Internationale parle 68 langues et elle est présente dans beaucoup de pays. Au Sénégal, elle a un bureau à Dakar, Kaolack, Ziguinchor et elle est partenaire de la RTS depuis son implantation en juin 2015. Et nous en arrivons au grand format culture. Immersion ce soir dans les ateliers des artistes qui vont exposer à la Biennale de Dakar. La 13e édition démarre le 3 mai et attend la participation d'un millier d'artistes venus d'horizons divers. Les participants sénégalais s'affairent à la sélection des pièces à exposer. Les organisateurs, eux, s'attellent autour des derniers réglages. Saliou Sek nous donne un avant-goût. Ibrahima Kébé fait partie des 75 artistes retenus pour participer à l'exposition internationale de la Biennale de l'art africain contemporain. Je me réjouis vraiment de faire la participation parce que c'est une reconnaissance sur ma carrière artistique et tout. Ce résident du village des arts de Dakar a fait 36 ans de carrière artistique, ancien élève et professeur à l'école des beaux-arts de Dakar. Ibrahima a participé à de nombreuses expositions dans le monde. Pour cette 13e édition de la Biennale de Dakar, il va présenter des œuvres en rapport avec la vie sociale. La vie change tous les jours. Et c'est ce qu'on fait le matin. Demain, on fait la même chose, mais ça change. Alors, je suis très impressionné par cette affaire-là. Comme Ibrahima, Djibril André Diop va aussi participer à la manifestation. Ce sculpteur métallique va exposer à Saint-Louis dans le cadre du OFF de la Biennale. On compte monter une exposition OFF à Saint-Louis, donc avec d'autres artistes
Bon, il va y avoir Ken Bouribessa, de Karim Fall de Saint-Louis, hein, on a plus un jeune. Il y a aussi Momar Sek qui va venir de la Suisse. Et il y a un photographe belge du nom de Jean-Louis Massard. Le OFF est constitué de manifestations artistiques autonomes organisées autour de l'événement central. Cette année, 1000 artistes venant de plusieurs pays vont présenter leurs réalisations. Toutes les pièces qui sont là, elles se valent. C'est pour cela qu'on les a faites, on les a créées. Donc ça veut toutes se valent. Donc on va en prendre quelques-unes, bien que c'est une exposition collective, donc on ne peut pas tout amener. Donc on va prendre 4 ou 5 œuvres qu'on peut acheminer sur Saint-Louis. Toutefois, l'événement phare de la Biennale de Dakar reste l'exposition internationale à l'ancien palais de justice, site principal qui doit abriter les expositions. Les organisateurs s'affairent au dernier réglage. Là, nous sommes dans les travaux d'aménagement, mais également de scénographie, parce qu'avec le directeur artistique, nous sommes en plein aménagement des différentes salles d'exposition et nous allons procéder ce week-end à l'accrochage des œuvres. Le thème de l'exposition internationale est intitulé « Une nouvelle humanité ». Il s'agit d'un homme nouveau, l'homme africain nouveau, qui est dans l'action, qui est dans le temps de l'action et qui donne du sens à son action, pour qu'on puisse donc arriver à une certaine réalisation. L'événement sera aussi marqué par la tenue des rencontres scientifiques sur des sujets qui préoccupent les artistes. Notamment sur le financement de la culture, sur la protection, le statut des artistes, sur les différentes manifestations culturelles qui se tiennent sur le continent. La Biennale a fini ainsi de s'affirmer comme le rendez-vous incontournable de l'art africain contemporain. Pour rappel, c'est à partir du 3 mai 2018. 13e édition du concours des 10 mots de la francophonie. Les lauréats ont été récompensés dans différentes catégories. Près de 4000 élèves d'une centaine d'écoles publiques et privées du Sénégal ont pris part au concours. Retour sur les temps forts de cette rencontre éducative avec Philomène Constance Diagne. Lorsque le peintre de la paix fait son tableau de mots, alors arrive le soldat de la haine, Bagou, qui, à travers son silence, déchire les cœurs et divise les esprits. C'est l'extrait du texte rédigé par Aminata, un des lauréats du concours des 10 mots de la francophonie. Les 10 mots de la francophonie, ça a un impact énorme. Déjà, comme vous l'avez dit, du point de vue vocabulaire, il y a certains mots que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. Et ça fait partie de certaines cultures étrangères. Donc, ça peut aider à s'adapter à d'autres pays, à d'autres réalités et à s'universaliser en quelque sorte. Les candidats ont eu à montrer leur génie en art ou expression écrite. De mémoire de correcteur du concours des 10 mots de la francophonie, nous n'avons jamais eu de si beaux textes. Cette édition permettait aux candidats de proposer des productions écrites individuelles ou des illustrations, des dessins ou encore la mise en scène. Le concours a connu une participation record cette année. 13 pays, dont la Tunisie, le Tchad, le Burkina, entre autres. Mais le Sénégal, d'où est parti le jeu concours, reste le plus représenté. Les statistiques, rien que pour la participation du Sénégal à cette 13e édition, nous donnent une participation de plus de 4000 élèves venant de plus d'une centaine d'écoles publiques et privées dans l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Ce concours est un cadre d'émulation de créativité. Il contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et si on placote au Canada, on griotte en Afrique et dans d'autres lieux de la francophonie. Et c'est cela qui enrichit la diversité et les liens sociaux de nos cultures. Cette cérémonie de récompense est aussi un moment de joie pour les enseignants qui ont su inculquer à ces jeunes le savoir et l'esprit de créativité. Ils méritent toute notre reconnaissance et notre considération. Cette cérémonie se tient dans le cadre de la quinzaine de la francophonie, des moments d'apprentissage, de partage et de fête de la jeunesse francophile.
Nous restons avec le monde éducatif pour parler de la crise scolaire. 4 des organisations syndicales d'enseignants décident de retourner dans les salles de classe dès lundi. Pas question d'une année blanche pour le gouvernement qui continue de négocier. Plusieurs mesures ont été donc prises pour rattraper l'année scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale est revenu sur les termes des accords avec 6 organisations du G6. Serigne Mbaye Thiam faisait face à la presse cet après-midi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Rythme et fibre poétique, c'est le titre du second livre du journaliste écrivain Bakary Goudiaby. L'auteur parle de son royaume d'enfance. Il incarne le rôle du griot pour revenir sur les récits de vie. Dans son ouvrage, il est revenu également sur les valeurs culturelles malgré son absence de plus de 30 ans au Sénégal. Les temps forts de la cérémonie de dédicace avec Jeanne Dior. Lorsque la poésie réunit sa famille, certains discours sont déclamés. Une présentation d'ouvrage aux allures d'une séance poétique, le journaliste écrivain Bakary Goudiaby montre à travers ses rimes les rythmes et fibres poétiques du griot. Il y ajoute « Il était une fois Guewel Mbaye ». Les fibres poétiques, on parle de la fibre poétique. S'il le met au pluriel, sans doute a-t-il eu besoin de créer une sorte de synesthésie, de confusion des sens, ou simplement de traduire à travers fibres les cordes de la kora et du khalam, ou plutôt de traduire les pulsions qui sont les pulsions du tam-tam, les pulsions du rythme, les pulsions du cœur, mais les pulsions simplement de celui qui accède à la poésie. Après 3 décennies passées en France, l'auteur est revenu avec un second livre, plus enraciné que jamais. Ces valeurs ancestrales qu'on sent à travers l'ouvrage qui établit une connexion entre l'homme et la faune, entre l'homme et sa société, entre l'homme et la flore. Le journaliste écrivain incarne le rôle du griot pour nous plonger dans ses souvenirs. Dans ce recueil, on peut retrouver entre autres des faits, ou en tout cas des histoires, ou en tout cas des étapes d'une vie qui peuvent être très fortes, très utiles, dans la mesure où raconter son enfance ou son royaume d'enfance à travers Guewel Mbaye, qui est un personnage quand même assez emblématique dans les cultures du Sénégal. Pour moi, prêter ma plume à la voix de Guewel, c'est cette rencontre qui fait que c'est devenu des rythmes. Hommes et femmes de culture ont communié le temps d'une cérémonie de dédicace d'un recueil de poèmes de 122 pages. Une autre du genre est prévue à Bignona, histoire pour l'auteur de décentraliser. Rappelez cette information avant de clôturer cette édition. Début de dénouement dans la crise scolaire. 4 organisations syndicales décident de lever leur mot d'ordre de grève. Pas question d'une année blanche donc pour le gouvernement qui poursuit les négociations. D'ailleurs, une signature de protocole d'accord est prévue en début de semaine. Nous y reviendrons. Voilà, ainsi ça referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne soirée sur la RTS1.